Bonsoir. Je remercie Karine Hardy et Philippe Bach qui ont permis que cette rencontre se déroule avec vous ce soir. Et je remercie tout particulièrement Gian Onnaner et Mathieu Mercuriali, architectes et professeurs à Rennes et Strasbourg, tous deux chercheurs au LIAT, le merveilleux laboratoire de l'école de Paris-Malaquais, et qui ont bien voulu m'accompagner. Je vais avancer en commentant quelques images pendant une petite demi-heure, et puis nous commencerons à échanger avec Gian et Mathieu. Donc je commence. Je vais raconter vite mon roman du paradis, ma doctrine d'architecte et aussi ma méthode, et aborder sans doute des questions inquiétantes, surprenantes, pour ceux, nous, qui avons affaire à l'architecture et à ses croyances. On va donc parler de l'architecture au paradis et en premier lieu du bonheur. Le bonheur, c'est le paradis, bien sûr. Nous, architectes, nous ne parlons pas du bonheur. Et même sans doute dans les ouvrages des architectes, on ne trouve presque jamais ce mot de bonheur. Et non plus paradis. C'est assez étrange parce que l'architecture est faite pour transmettre le bonheur, le produire devant nous, plus encore que tous les autres produits culturels ne tentent de le faire. Quand on fait un projet, on est entraîné dans ce plaisir du bonheur. On projette le bonheur, si tant est que le mot de projet, on le verra, ait un sens. Tous les architectes, comme les sociologues de nos écoles encore aujourd'hui, si tardivement, voulaient améliorer le sort de l'humanité et construire pour le plus grand nombre. Tous cherchaient le paradis sans le savoir. Dès le premier projet d'école, on entre dans cette logique de bonheur qui va se manifester dans une forme paradis, ce que j'appelle une forme paradis. On est heureux de se créer le récit de notre projet, l'histoire que nous nous racontons et qui est indissociable de nos dessins. Lorsque nous sommes dans nos tentatives et esquisses diverses, nous cherchons une forme paradis au travers d'un récit muet mais tellement décisif. L'architecture du paradis, c'est cela. C'est une forme et un récit emboîtés. L'architecture est de nature romanesque. C'est malgré tout assez étrange de parler du bonheur et du paradis dans une école d'architecture, parce que tout le monde peut constater qu'il n'y a pas d'architecture au paradis. Il y a beaucoup de choses au paradis, comme on le voit sur ce tableau, mais il n'y a pas d'architecture. Mais alors, si le paradis se caractérise par l'absence d'architecture, s'il n'y a pas d'architecture en Éden, de quoi va-t-on parler ce soir? En fait, on va rapprocher deux choses qui n'ont a priori rien à voir, l'architecture et le paradis. Adam n'a pas de maison au paradis. Au fond, c'est ma méthode de projet. C'est saisir ensemble deux choses qui n'ont rien à voir et c'est aussi tirer les fils pour penser l'architecture, bien sûr. Je crois que le paradis a travaillé en continu l'architecture et naturellement encore aujourd'hui. Parler du paradis en architecture, c'est inventer l'architecture depuis ce qui est son horizon, depuis ce qu'elle recherche. En commençant le travail, on est à la fois extrêmement excité parce qu'on est heureux de parler du bonheur. On se dit aussi que l'on va faire un pied de nez aux architectes et historiens du passé, tardo-modernes, idéologues assis sur leurs fake news, tristes promoteurs de leurs héros. Et puis, on est inquiet parce qu'au départ, on n'a bien sûr pas d'architecture, on a seulement Adam et Ève, Dieu, quelques animaux, de l'eau et du gazon, le diable de l'architecture, le serpent caché derrière son arbre, derrière son pommier. Donc jusqu'au péché originel, on n'aura pas d'architecture. Dans le monde du bonheur, on n'a pas d'architecture. Il faut absolument se souvenir de cela. C'est un plaisir de voir le paradis sans architecture. C'est entrer dans un monde fantastique, une fable, un conte merveilleux. Et c'est cela l'architecture, un conte merveilleux, une fable.
le paradis, c'est un zoo primordial où les lions ne mangent pas les agneaux, ils dorment ensemble. Et ce désir est le nôtre encore aujourd'hui, encore plus peut-être, nous qui voulons retrouver cette proximité avec les animaux. Vous connaissez cette image des années 60, Archijoum, qui est une des remontées du paradis autour de l'architecture radicale. Les animaux, les nus, ici uniquement féminins, dans un pré. Le paradis, c'est un camp de nudistes. Le tout dans un intérieur de bureau ou de centre commercial. Au paradis, il n'y a plus de dedans et de dehors, puisqu'il n'y a plus d'architecture. Elle est nulle part, si ce n'est une couverture, comme on le voit ici, la plus fine possible. Le paradis est surréaliste dans l'âge d'or de Buñuel en 1930. On va mettre une vache dans son lit. Le paradis est irrationnel. Mais c'est une histoire d'amour qui se joue. Au paradis, tout est vert, tout pousse en permanence, sauf le gazon qui lui restera. Ce n'est pas une nature à maîtriser. Le miracle est bien qu'il ne pousse pas. On n'a pas à se battre contre les mauvaises herbes. On ne travaille pas à défricher. Le gazon joue le paradis. C'est pour cela que l'on tond les pelouses. C'est pour cela que devant chaque maison américaine, on trouve un gazon. Le green du golf fait glisser la balle, mais lui aussi, il recrée le gazon initial. Tondre la pelouse, mais aussi bien cultiver ses tomates et autres fraises, créer des jardins ou faire du jardinage, c'est à nouveau rejouer le paradis. On joue constamment à créer le paradis. Lors des dernières grandes découvertes, Tahiti et la Polynésie, Bougainville croira et fera croire aux philosophes, notamment Diderot et Kant, après tant d'autres avoir découvert le paradis sous les tropiques, à Tahiti, ils n'avaient pas tort, et ils parlent du gazon polynésien, toujours ras, Edénix tout simplement. Naturellement, pour nous, le gazon fait partie de l'architecture. C'est une architecture, et j'y insiste, c'est une forme paradis. Les gens d'Archigram avaient bien compris cela. Le pêcheur à la ligne, dans son parc anglais, il n'a pas d'architecture. Il est là, heureux, il regarde à peine le match de baseball. L'antenne de télé est en train de remplacer la canne à pêche ici. Et cette canne à pêche, elle mime l'inclinaison de l'antenne. Les deux se sont identifiés. La fascination pour les technologies de la communication est en partie là. Elles vont, comme le gazon, nous permettre de nous passer d'architecture. Se passer d'architecture, c'est être au paradis, le jouer, comme on le dit d'une pièce de théâtre ou d'un opéra. Avec les nouvelles technologies, on ne se déplace plus, on est simplement partout, au même moment, comme les mages, les magiciens, les anges. Il n'y a plus de lieu au paradis, on n'est plus à un endroit particulier, il n'y a plus d'endroit. Et donc il faut oublier le grand paradigme de toutes les oppositions topologiques, haut, bas, devant, derrière, sec, humide, dur et mou, décoratif, structurel. Enfin, toutes ces oppositions dont la structure est le genre, mais on ne sait pas si le genre vient avant la topologie, bien sûr. Alors, dans la disparition des oppositions au paradis, dans ce monde absolument sans paradigme, absolument dégenré, et bien sûr, il faut aussi oublier l'opposition de la ville et de la campagne. C'est un des grands mythes de l'architecture qui n'arrête pas de se défaire. Plus de villes et de campagnes séparées, donc une cité-jardin totale. Et donc c'est une image populaire de la fin du XIXe siècle, mais l'imaginaire populaire, il est le plus souvent en avance sur l'imaginaire des architectes. Donc au paradis, on n'a pas de mur, on n'a pas de clôture. Même là, c'est un espace continu, illimité, et c'est celui que croiront redécouvrir les architectes. Il n'y a que des arbres, un peu de vallonnement, et puis les humains sont partout sans domicile.
Ils sont là. Un point, c'est tout. Alors, on vient de voir ce que c'est un premier paradis, du gazon, de l'eau, des animaux qui vivent très bien avec les humains, nus bien sûr dans un immense camp nudiste, un climat génial, des fruits qui poussent toute l'année, et bien sûr toujours pas d'architecture, et on n'habite pas quelque part, on est partout, on vit totalement. On n'habite même pas dans une bulle transparente comme la couverture de mon bouquin. Alors, on voit un second paradis, ici, là, maintenant, dans lequel on flotte en l'air avec les anges. On est partout à la fois, à nouveau, ce paradis est, comme le précédent, ubiquitaire, mais on n'est plus au sol sur le gazon, mais cependant la sérénité est la même. Hein, cette empathie gigantesque est là, donc un océan de visages empathiques dans la lumière divine. Et le paradis, c'est cette lumière totale. Pas celle-là, hein, mais c'est une lumière totale. On est en apesanteur dans cette immense peinture. Et bien sûr, comme vous le voyez, on n'a absolument pas d'architecture. On a une absence totale d'architecture. On a toute la foule de la chrétienté ici, comme dirait John. Alors, ce tableau, c'est de la toile. Hein. Ça fait, je sais pas, 25 mètres ou 50 mètres de long. C'est immense, hein, je ne sais plus. Et donc, c'est dans le Palais des Doges. C'est la salle du Conseil du Palais des Doges. C'est au fond. Et donc, les mecs, quand ils étaient assis là au Conseil, c'est ce qu'ils voyaient. Donc, c'est incroyable. Et donc, Tintoret présentifie le paradis. Et lui aussi, il le joue. Ce n'est pas du passé ou un futur qui est raconté. Là, il est là devant l'assistance de la salle du palais. Le paradis est là, devant vous. Il est présent. Alors, quand on monte au ciel, quand on monte au ciel, on va se séparer de ce genre de bulle. Là, vous voyez. Bon, je ne fais pas de l'histoire de l'art, non, je ne vous dis pas. Mais au départ, pour monter dans le ciel, on va être dans une bulle et puis on va franchir tous ces cercles-là. Mais une fois qu'on est arrivé là-haut, on quitte la bulle. On n'a plus besoin de bulle une fois qu'on est en haut dans ce qui s'appelle l'empyrée, mais je ne vais pas faire de cuistrerie. Donc, quand on accède au ciel final, on n'a plus besoin de bulles, d'enceintes, de murs. Et pour ceux qui, comme nous autrefois, ont aimé Sloterdijk, il s'est trompé. Hein, il s'est trompé. Quand on est au paradis, on n'a pas besoin de bulles. Et mais je dis ça avec sympathie, bien sûr. Cette photo d'installation, donc extraordinairement célèbre, donc 1925, La Cité dans l'espace de Kistler, c'est à nouveau le paradis qui est joué. Et comme je vous l'ai dit, comme une pièce de théâtre, on a là le non-lieu total du paradis, son extension, l'équivalent du paradis du Tintoret, sans les personnages du christianisme réunis, mais néanmoins on flotte et on est en apesanteur. Et puis je dirais que l'on perçoit une incertitude, on se demande ce qui va se passer. Cette installation était en quelque sorte cinématographique. Elle installait le drame et je dirais qu'elle installait le crime aussi. Hein. C'est-à-dire, quand on a ces choses à suivre comme ça, on se demande ce qui se cache dans la profondeur au fond de l'image. La suivante, donc c'est une scénographie dans un musée à Londres en 1993. C'est à nouveau le flottement dans l'air, mais cette fois joué sur des images de rétroprojection. Vous avez vu plus récemment des choses de ce genre, ce qui s'appellera la suite des installations immersives. On monte au ciel comme dans les cathédrales gothiques. C'est un paradis numérique, gothique, baroque. C'est le ciel au-dessus de tout et c'est celui des anges. Et comme je l'ai mentionné, monter au ciel, on n'a toujours pas de lieu, on n'est jamais quelque part, il n'y a pas d'ici et de là. Et là, c'est tout simplement un des derniers ciels au-dessus des autres dans lequel on flotte avec les anges. Alors, cette histoire, elle se dégrade, bien sûr, à un moment donné, puisque là, on mange la pomme, et puis on va être chassé du paradis,
Et le drame, eh bien, il est là parce que on va devoir se cacher dans des cavernes et puis après, on va construire des maisons, quoi. Donc, pour se protéger du froid, du vol, du viol, des crimes, on va avoir le mal et des biens que l'on va devoir garder. Donc, le confort de l'habitation va engendrer la convoitise et puis ça en est terminé du bonheur. C'est le drame de l'architecture qui apparaît comme la conséquence d'une punition. Elle va devoir exister parce que le monde est devenu mauvais et on ne s'en remettra pas. L'architecture sera une réparation, ce n'est pas la liberté mais une mise à l'ordre, comme aurait dit quelqu'un que vous connaissez. Donc l'architecture s'inscrit dans un temps où il y a le bien et le mal, et puis elle a pris le parti de l'ordre et de la composition. C'est dramatique. Et alors, on a trouvé, autrefois, un jésuite qui explique très bien cette situation au XVIIe siècle. Et je vous le fais court, mais le texte est très beau. Si les hommes étaient bons, il n'y aurait pas besoin d'architecture. Ce monde idéal, donc, et on voit que ça commence à mal se passer ici, ce monde idéal, il va se trouver remis en cause. Et on va trouver dans la suite de la découverte du bien et du mal des paradis isolés, les rares jardins assyriens entourés de murs, ou encore ici le paradis musulman dont Marco Polo raconte la légende avec ses dames d'amour, un paradis maison d'amour. On le retrouvera dans le jardin des curés et autres, c'est un paradis enfermé, circonscrit. Le paradis, c'est donc un conte merveilleux, comme les histoires que nous nous racontons quand nous faisons nos projets. C'est un endroit que l'on a visité et que l'on décrit des milliers de fois quand on en revient. Ce sera donc une ville, la cité céleste, avec ses murs, ses temples, ses maisons et palais, mais aux dimensions extraordinaires, comme disent les architectes hors d'échelle. Mais le hors d'échelle n'appartient pas à l'architecture, le hors d'échelle, il appartient au paradis, il appartient au conte. Bien sûr, il n'appartient pas ni à l'humanisme, ni aux colonnes hors d'échelle. De plus, les matériaux ne sont pas les nôtres. Ce sont essentiellement des murs en or et en pierres précieuses. Donc le gigantisme et les matériaux précieux donnent l'immatérialité du lieu qu'on vient de visiter. C'est-à-dire que quand les voyageurs du ciel, et on a des quantités, reviennent, ils décrivent ce qu'ils ont vu au ciel et ils décrivent des bâtiments invraisemblables, bien sûr. Et cependant, ils y croient. On a donc gigantisme et matériaux précieux donnent l'immatérialité du lieu qu'on vient de visiter. On est dans le merveilleux dans cette visite du ciel. Et là, on a deux traits caractéristiques de l'architecture, le changement d'échelle, y compris dans l'architecture contemporaine, et le changement de matériaux or et brillant des murs de diamants. Donc c'est en quelque sorte une rhétorique formelle du paradis. Et donc une fois encore, le paradis est une forme. Alors, j'ajouterai un troisième trait, mais qui est déjà présent dans ce que je viens de vous dire, plus important encore, qui est celui de l'incertitude. On ne sait jamais si c'est vrai, ces histoires de murs en or et en diamant. Les matériaux eux-mêmes, qui renvoient la lumière et miroitent et reflètent, en créant ce milieu incertain que l'on connaît dans les églises baroques où les sculptures se mêlent aux fresques et au ciel, percent l'architecture, alors qu'ici elle est plane, ou encore bien sûr dans la Galerie des Glaces à Versailles. On ne sait plus où on est. Et le paradis est une contestation du monde ordinaire et en conséquence il va détruire toutes les oppositions topologiques traditionnelles, je vous le confirme. Évidemment, le paradis est la figure de l'impensable, de l'invisible et de l'indéterminé, contre la tyrannie de l'ordre et de l'espace. Et bien évidemment, comme la plupart des utopies qui prendront la suite, il sera une contestation des genres et des sexes. On ne connaît pas le titre de ce célèbre tableau de Jérôme Bosch, mais c'est le paradis terrestre qu'il réalise. L'architecture est extraordinaire, une élaboration incroyable je ne vais pas vous en faire le détail, mais de structures diverses, de mélange entre la nature et l'architecture, d'organique et d'inorganique,
géométrique et de naturel. C'est mieux que nos stars architectes, hein, ce qu'il a fait là. On a là donc une architecture que personne n'a imaginée après Jérôme Bosch, et je dirais peut-être jamais décrite, au fond. Je ne vous le fais pas là, mais j'ai essayé de décrire cette... A-t-on décrit l'architecture de Jérôme Bosch? On a là, une fois encore, une architecture et, comme je vous le dis, une forme paradis. Le paradis trouvera à nouveau son expression dans le Crystal Palace. On n'est plus dedans ou dehors, on n'a plus de climat, la trame infinie des meneaux et des poteaux. Et puis les reflets de verre nous transportent toujours ailleurs. Il y a des arbres et des nuages à l'intérieur. C'est le bâtiment le plus important. Mais ce n'est pas, encore une fois, j'aime beaucoup Sloterdijk, mais encore une fois, ce n'est pas un enfermement ou une bulle, c'est l'inverse. On est arrivé à nouveau au paradis, sur Terre cette fois, mais ouvert au monde. Et les révolutionnaires russes vont adorer ce monument du capitalisme. On peut prendre beaucoup d'exemples là-dessus, hein, mais l'exposition de ces engins volants dans le Grand Palais, c'est le ciel dans l'architecture, comme les nuages dans le Crystal Palace qui est là. Vous voyez, cette inversion de nos catégories, bon, je parle aussi aux jeunes architectes qui sont là, c'est notre job de faire ça. Hein. Et alors, sur ces deux images, à gauche d'Archizoum et à droite de Constant, comme vous le voyez, on est dans l'indéterminé, mais on est toujours dans une forme. Le paradis est toujours une forme, et une forme d'architecture. Et lorsque l'on défait des clôtures, comme ils le font là, on change de monde. Le plan de Constant est peut-être le plus beau que je connaisse, hein, franchement. Alors, à chaque lettre correspond des activités. Franchement, vous montrez... Là aussi, je suis évidemment d'accord avec le philosophe allemand qui finalement connaît très bien l'architecture. Mais évidemment que c'est un de ces exemples. Chaque lettre représente un usage féerique particulier. Mais ce parcours je crois encore aujourd'hui inacceptable pour vos professeurs. Alors, Cité Céleste, à un moment donné, une fois qu'on est monté au ciel, on a décrit la Cité Céleste, et puis il faut bien la dessiner. Et c'est très particulier parce qu'on va considérer que les villes enrichies de la Renaissance, à savoir Florence ou Bruges, sont des constructions qui sont comme des duplicata de ce que l'on a vu au ciel. On va dire Florence et Bruges, non, c'est formidable, mais c'est des duplicata de ce que l'on a vu au ciel. Et donc... en continuant la boucle, on va représenter la Cité Céleste sous la forme d'une ville du Nord. Ici, vous voyez, on a descendu, si je puis dire, ou plutôt on a déplacé le paradis originel, et puis on est chassé du paradis, et puis voilà, ici, on va les faire rentrer dans l'architecture. Hein. C'est au fond, à droite, crac, vous êtes punis, vous rentrez dans l'architecture. Bon. Et c'est ça ce qui se passe. Et donc, tout en mélangeant, comme vous le voyez ici, le ciel et la terre. Et cette confusion, elle est toujours entretenue dans le conte merveilleux. Rien n'est clair et transparent au paradis. Alors, on déplace beaucoup de choses, beaucoup d'architecture entre la terre et le paradis. Mais pour aller tout petit peu plus loin, le déplacement est sans doute l'un des dispositifs les plus puissants de l'architecture. Et donc, pensez simplement au pavillon du Prince de Galles, ici à Brighton, on est au début du XIXe siècle, un monde indo-musulman recréé par John Nash, donc, immense architecte anglais. Mais c'est valable pour tout. On déplace un pissenlit quand on est
un architecte ou un ingénieur comme Buckminster Fuller, un coquillage quand on est un peu plus bête, et beaucoup l'ont fait, un paquebot, un porte-avions, et on importe ça dans l'architecture. Et donc le déplacement d'un objet, peut-être que c'est le premier geste de l'architecte. Et bon, ça, c'est un geste passionnant. Hein. Mais quand on apprend à faire de l'architecture, plutôt que d'apprendre à dessiner, peut-être qu'on devrait apprendre à prendre un objet et à le mettre ailleurs, enfin, dans sa tête, bien sûr. Hein. C'est souvent, en faisant ce travail, j'ai beaucoup trouvé de déplacements d'arbres. Un tyran, il va déplacer les arbres du pays conquis dans son palais. Et donc, on replante dans son palais. Mais je dirais vraiment qu'une des premières figures de l'architecte, et peut-être la première chose que l'on a à apprendre, c'est le déplacement d'un objet quelconque, une architecture ou une autre, pour la mettre dans un autre endroit. Et que l'on soit chez John Nash, là, ou que l'on soit dans un machin postmoderne pour Miu Miu à Tokyo. Au paradis, oui, alors moi je suis en train de poursuivre cette situation-là, cette recherche du paradis terrestre, mais je voudrais surtout vous dire que donc on a de l'eau, que le paradis n'est pas seulement localisé en Mésopotamie, et souvent c'est une île tout au long des tropiques, pas seulement. Et comme on est constamment à rechercher le paradis, on se situe un peu partout dans le sud, disons. Il se déplace beaucoup, il n'est pas fixe, et cela fait partie de son identité, l'incertitude sur l'endroit où il est. Alors contrairement à celle de Thomas More, qui ressemblera, ça c'est une image de paradis, hein, bien sûr, du Moyen-Âge, mais Thomas More, donc 300 ans plus tard, c'est pas une utopie. Le paradis n'est surtout pas une utopie. Ne croyez pas ça. Et ne croyez pas que les architectes aient fait d'ailleurs des utopies. Non seulement le paradis précède l'utopie d'au moins 2 millénaires, mais surtout ce n'est pas un projet politique. Il ne veut pas changer le monde. Ce serait bête de dire il rêve, hein, mais en tout cas il ne veut pas changer le monde. L'architecture, c'est précisément la présentation d'une scène, la forme paradis, qui se montre à nous, devant nous, en prétendant se passer du politique. Donc elle n'aura pas de rapport à l'utopie. Nos projets montrent le bonheur, ils le racontent dans le silence. Ce sont des récits de bonheur qui ne disent rien d'autre que cela. Et à vrai dire, je me demande si on ne pourrait pas étendre ce constat, y compris en abandonnant cette histoire d'idéologie que veut nous raconter Jeanne. Peut-être qu'il n'y aurait pas alors d'idéologie architecturale, mais simplement des formes paradis. Brunelleschi et Bramante, ce ne sont pas des idéologues de l'urbanisme, puis leur architecture non plus. Ils présentent là un paradis dans leurs bâtiments, et puis ils vont chercher des bâtiments à Rome pour faire les leurs. Ils déplacent l'Antiquité pour faire leurs bâtiments. Donc c'est cet acte qui m'intéresse, ce déplacement. On a une idée de ce qu'à la Renaissance on entendait par paradis, à savoir des scènes religieuses scénographiées à l'aide de machines qui montaient et descendaient les anges et puis les acteurs vivants. Là, ce sont de jeunes enfants habillés en blanc, avec des ailes, et puis ils portent une bougie, puis on les monte là-haut, et puis il y en a d'autres ici qui vont peut-être descendre également. Et au milieu, l'archange qui, au sein d'une amande, va raconter à la Vierge que tout va bien se passer. Et c'est Brunelleschi qui faisait ça. Donc des machines qui montaient et descendaient les acteurs. Et les paradis sont toujours impressionnés par les machines qui invitent à l'imaginaire. Et donc je vous propose à nouveau de dire que l'architecture consiste à construire des formes paradis. Ce que nous appelons projet, ce sont en fait des propositions de paradis. Et ces formes paradis nous transforment en permanence. Ce qu'avait compris Constant, l'architecte dont on a parlé tout à l'heure, son paradis était efficace comme un lavage de cerveau. C'est-à-dire, il nous racontait que quand ils allaient passer dans son flipper, là, on allait être transformé.
totalement. L'architecte croit toujours qu'il existe pour nous protéger de la pluie. C'est ça qu'il nous raconte. Au paradis, on ne croit pas du tout cela, car on sait que le toit, c'est ce qui permet la réunion. Le toit permet d'accueillir, c'est sa fonction paradisiaque, ici à Calcutta. Tous les toits sont fabuleusement émouvants. Ils sont le vocabulaire premier de l'architecture, mais pas nous protéger de la pluie, parce qu'ils nous accueillent. Donc ce sont des formes paradis. Les formes paradis se sont succédées tout au long des tropiques, mais on en a aussi, bien sûr, dans nos campagnes. Des toitures qui accueillent toutes les activités, le foot ou ici le lavage de bagnoles, et puis d'autres activités dans le même bâtiment. La capacité à accueillir ensemble tout ce qui peut se passer. C'est ça le programme du paradis. Il peut accueillir tout ce qui peut se passer. Donc c'est sa multiprogrammation. Et ici, au centre de la galerie des machines, donc 1889, il préparait un défilé du 1er mai. Là. Mais à d'autres moments, ils ont fait un immense, ça fait plus de 400 mètres, hein, ils ont fait un immense gala à l'intérieur, et puis il y aurait eu un vélodrome à l'intérieur de la galerie des machines. Donc le toit dit que nous avons des choses en commun. C'est ça. Alors, je vous en montre un autre qui est absolument passionnant, un toit au Japon. Et c'est un toit singulier qui est totalement paradisiaque. Il présente un miroir d'eau ici, et on va tourner autour de ce miroir d'eau en l'air. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est que l'eau, elle est suspendue, qu'on n'est plus au sol. On a d'autres exemples de piscines hollywoodiennes ou autres comme ça, mais celle-ci, elle est vraiment formidable. L'eau est suspendue. Et puis le sol est creusé. Ici, le sol est creusé. Et il reçoit toutes les activités possibles. On peut y rester. C'est une immense place publique, le sol, mais aussi une salle ouverte de spectacle. Et en fait, ce truc, c'est une gare routière. Hein. Donc, mais c'est une gare routière paradisiaque. L'architecture, bien sûr que c'est ça. C'est un conte merveilleux où pour notre plaisir à écouter et croire des histoires, on a eu 2 millénaires ou plus d'histoires du paradis. Et à partir du 19e siècle, sa relation au récit, au roman, puis plus tard au cinéma, va donc devenir beaucoup plus forte. Donc la laïcisation du paradis va être en quelque sorte compensée par la domination des images qui vont le transformer. Et puis c'est toute la question pour nous, bien sûr. Hein. Une fois que l'on abandonne, et peut-on les abandonner, les codes topologiques que j'ai commencé à vous décrire ici, les codes topologiques du paradis religieux, l'espace des architectes, entre autres. Comment on raconte une histoire en architecture ? Et je crois que l'on pourrait... et ici, évidemment, la grotte de Vénus, elle dit ça. Ici, on pouvait écouter Wagner en s'asseyant sur cette coquille Saint-Jacques au milieu des cygnes. Je crois que l'on pourrait avoir une histoire des meilleurs projets d'architecture en fonction de leur présence au cinéma. On aurait là une belle contre-histoire de l'architecture. L'architecture, la forme paradis, elle existe dès lors qu'une histoire se raconte en elle. L'architecture est un déclencheur d'histoire. Et toutes ces architectures ici ont permis au film d'exister comme si elles avaient été faites pour lui, comme si elles en commandaient le plan. Et donc, je vous disais tout à l'heure que j'ai poursuivi cette... Alors oui, bien sûr, Wright, là, il aurait toute sa place dans une contre-histoire du paradis, avec ici, donc, Blade Runner, que vous aurez reconnu. Alors, j'ai poursuivi cette visite des paradis, commencée par les navigateurs, et pour mon compte, le long de la ceinture tropicale.
Et cela m'a confirmé que l'on n'avait pas forcément besoin d'architecture, en tout cas qu'elle était déjà là. Mais surtout peut-être que nos soi-disant architectes modernes n'ont rien inventé. Leur architecture, elle existait de tout temps, elle a existé de tout temps sur le sable. Ici, c'est au Roques, au large du Venezuela, où Colomb croyait avoir trouvé le paradis. Ben, j'ai fini. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais un petit peu. C'est à vous, hein, maintenant. On s'approche. Vas-y. Bah, merci Alain déjà de cette invitation à échanger avec toi après c'est la présentation de... C'est pas la présentation de ton livre, c'est encore une autre histoire en lien avec ton ouvrage. Je sais pas, on va te poser des questions. Des éclairages. Non, mais il y a tellement de choses en fait à dire et c'est tellement riche en fait. C'est d'une densité incroyable à la fois en termes de références, de voyage, parce que tu nous emmènes en fait dans un voyage dans différents paradis avec différents chapitres. Il y a des phrases, moi j'ai souligné plein de phrases qui sont extrêmement clairvoyantes en fait. On préfère la série de références clairvoyantes. Et il y en a une particulièrement, mais moi j'ai trouvé ça vraiment, l'architecture va naître de la chute du paradis. Donc ça c'en est une parmi d'autres, mais qui a du coup il y a aussi un certain nombre dans ton livre de paradoxes aussi qui composent le paradis. Et je trouvais aussi intéressant au début. Tu commences par finalement le jardin, le paysage, le contexte, et puis après tu le renverses avec la voûte céleste. C'est comme s'il y avait deux contenants, un contenant, un contenu. Il y en a un qui est presque désert, tu le dis, puis l'autre sous la voûte céleste où il y a la foule. Donc est-ce que c'est aussi le lien avec l'enfer? Parce que tu parles peu de l'enfer. Mais est-ce qu'il y a une opposition à la question de cet enfer? Donc voilà, je ne sais pas, on peut commencer tu peux peut-être rebondir. Peut-être, oui, parce que la question de l'enfer, je pense que c'est une question qu'on va partager. Je pourrais aussi la développer, commenter avant d'orienter sur cette question. Mais c'est vrai que je vais dire un peu ce qui est impressionnant, c'est que on commence le livre sans être guidé, en fait. Il n'y a pas d'énonciation de problématiques, il n'y a pas d'énonciation de méthode. On est d'emblée dedans et en fait, on est pris depuis le début du livre jusqu'à la fin. En fait, on vit un peu cette abondance, l'abondance du paradis. Il constitue le livre lui-même. Et il y a un corpus qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, très très rare. Je ne sais pas si on peut parler de corpus, mais en tout cas, il y a le nombre de références, le nombre de projets architecturaux, artistiques qui sont comme ça appelés et de manière tellement, avec énormément de liberté, c'est-à-dire sans s'alourdir dans des commentaires ou dans des définitions historiques, dans des positionnements, parce que tu le dis, le paradis n'est pas historique, au sens où il ne fait pas une histoire, il ne fait pas de critique, donc tu ne fais pas d'histoire, tu ne fais pas de critique non plus. Et pourtant, finalement, dans les enjeux, en fait, tout le long, je me posais cette question, mais quels sont, vu la puissance des moyens, parce que ça, il faut le dire, le livre se donne des moyens d'une puissance assez incroyable. Aussi bien donc dans la démultiplication des références, dans la démultiplication des commentaires, parce que chaque référence est réappelée à différents moments avec des commentaires
qui volontairement peuvent réunir les contraires. Tu le dis, la confusion, c'est une des volontés, c'est un des moyens du paradis. Donc du coup, dans tes commentaires toi-même, tu joues de ces confusions, mais claires. Donc c'est pas des confusions, on ne comprend pas, c'est des confusions qui s'éclaircissent progressivement. Ou peut-être une des confusions, parce que c'est pas des contradictions, c'est des confusions, je dirais. Ça c'est important, c'est que les plus importantes peut-être, la plus importante et celle qui questionne le plus, et ça rejoint un peu la question de l'enfer, c'est que le paradis est potentiellement une émancipation, au sens même social. Ça va être une des questions, on en parlera peut-être. En tout cas, c'est ce que tu suggères plus ou moins clairement avec le grand espace commun. Et en même temps, à tout l'opposé, le paradis, sans être une illusion, sans être une fantasmagorie, est quand même, je cite tes mots, c'est une béatitude automatique. Hein, c'est tes mots, c'est une béatitude automatique, donc par définition qui empêche de réfléchir, par moment. Et ça, que le paradis soit les deux en même temps, c'est tout, pour moi, voilà, en gros, cette confusion-là, donc, elle questionne, elle inquiète, elle attire pendant toute la lecture. Et les enjeux, du coup, les enjeux sont aussi riches que les enjeux, les ambitions, en tout cas que moi je comprends. C'est quand même relire toute l'histoire de l'architecture de manière universelle. Hein, c'est pas l'histoire de l'architecture occidentale, c'est pas l'histoire de l'architecture savante, d'un côté l'histoire de l'architecture varnaise, c'est tout, c'est le tout, c'est la totalité. Là, pour le coup, ça pourrait rejoindre d'autres personnes qui s'intéressent à la totalité dans un genre très différent, comme Xavier Vrona sur la totalité, pour le coup, marxiste. Là, c'est une autre totalité, c'est pas du tout marxiste, peut-être l'inverse, mais c'est une vraie totalité, c'est une pensée de la totalité, et c'est ça l'architecture aussi, je pense. Et c'est une totalité, et c'est un nouveau récit. C'est à travers l'histoire, cette généalogie, il y a la proposition d'un nouveau récit, parce que tu le dis, et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que ça n'a jamais été proposé tel quel, comme la forme paradis, la forme bonheur. C'est très important, ça aussi c'est une des questions, je pense qu'on va y revenir, parce que c'est en lien avec l'enfer. C'est un nouveau récit. Ce que j'ai repéré, et ça pour moi c'est très important, à mon sens, c'est une nouvelle catégorie esthétique. C'est-à-dire ça pour moi c'est une je ne sais pas si c'était une ambition, mais c'est une des puissances de ce livre, et là pour le coup, qui pourrait fonctionner pour des philosophes, c'est une catégorie esthétique qui peut se placer, tu le suggères, juste comme beaucoup de choses très importantes que tu suggères au milieu, comme ça, d'un paragraphe. C'est l'idée que c'est une catégorie esthétique à l'opposé symétrique du sublime. C'est à l'opposé symétrique du sublime. Donc, toute la question, de nouveau, on va y revenir, hein, de l'enfer et de la négativité. Voilà, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, la négativité. Et je sais que c'est quelque chose qui fait partie de vos réflexions aussi. Donc c'est une catégorie esthétique. C'est un projet pour les architectes, pour notamment les jeunes, les plus jeunes architectes. C'est véritablement un projet. Potentiellement, d'autant plus que c'est potentiellement un projet social, même si ça c'est projet social d'émancipation, ça c'est à voir. C'est un type d'architecture quand même, qu'on le dise ou pas, c'est un type d'architecture. On pourrait le refaire, si je reprends la parole après, parce que je parle longuement, on pourrait redéfinir le type d'architecture. Tu l'as fait un peu, mais on pourrait synthétiser exactement ce qui constitue ce type d'architecture. Voilà, et donc tout ça, c'est une ambition assez incroyable. Et aussi, ça pose forcément la question. C'est-à-dire, vu que tu donnes toute cette liberté aussi, c'est la question de... Et tu dis, c'est la forme. Les architectes n'ont fait que créer des formes paradis que tu opposes pour le coup. Tu réfléchis par opposition, que tu opposes à l'utopie et à la politique. Et tu dis, et que tu opposes, c'est très important, tu dis que le paradis, c'est l'inverse de la gloire des humains qui édifient. Donc c'est l'inverse de Alberti. C'est l'inverse de l'ordre des traités d'architecture. C'est l'inverse de l'architecture comme ordre et raison. Ça, c'est très important.
Ce point, il est important. Mais par contre, et là, moi, je me sentais vexé. Hein. Il y a un moment, on parle de Rossi, en disant c'est donc l'inverse de Rossi, parce que ça serait. Mais là, je pense que tu oublies peut-être quelque chose, c'est que, en fait, il n'y a pas que d'un côté l'utopie et de l'autre, enfin, l'ordre. Il y a aussi d'autres formes. Il y a la forme en fer. La forme en fer, c'est une forme qui a autant de place en architecture. La forme mélancolie. C'est des formes qui ont autant de place et des histoires, en fait. L'architecture de Rossi, pour moi, elle ne parle absolument pas d'ordre, de traité, de tout ça. Tout ça, elle parle de mélancolie, elle parle d'enfer. Et donc, ce qui, moi, m'intéresse profondément, et c'est là que je vois un projet social, pour le coup, c'est que veut dire la forme paradis en évacuant l'enfer, en faisant comme si volontairement, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de lutte, il n'y a pas de, sans aller jusqu'au viol et à l'agression, mais en tout cas, il n'y a pas de lutte, parce qu'il n'y a pas objet de lutte. Comment tu portes ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est-à-dire de... Alors, voilà. sur le tout dernier point, dans le bouquin, j'ai ce projet japonais que je montre de manière floutée. Vous le connaissez tous, hein, tous les étudiants connaissent ce projet, qui est... C'est le projet de qui? C'est le projet, c'est Nishi Kamata, donc c'est à Tokyo. Le nom c'est peut-être l'associé de Sejima. Donc c'est une photo floutée par Google, de manière à ce qu'on ne voit pas où c'est. Donc les images du projet sont floutées sur Google pour qu'on ne voit pas où c'est. Vous le connaissez tous, ce projet, hein, ce sont des petits objets séparés, blancs, séparer les uns des autres. C'était le projet du coup. Plus ou moins la salle de bain serait d'un côté dehors et d'autres choses d'ailleurs comme ça. Et en fait, on a là, ils ont fait une forme paradis, mais le social qui va avec ne marche pas. Hein, c'est-à-dire que, eh bien oui, tous les étudiants du monde entier essayent de rentrer dans ce projet. Ils ont mis des têtes de mort à l'entrée, croisées comme ça, pour dire ne rentrez pas. Donc, ce projet, je pense que c'est un projet de Nishizawa, il est ridicule, bien sûr, parce que ce paradis est tué par la réalité, non seulement japonaise, mais de la mondialisation, de tous les étudiants du monde entier qui veulent voir ce projet. Sur aussi, une des difficultés que je vois aujourd'hui, c'est la question de la présence. Hein, c'est-à-dire que comment on arriverait à avoir des bâtiments présents aujourd'hui? Mon mot est pauvre, hein, présence, mais on voit bien ce que ça veut dire quand même. Hein. Et moi, quand on va à Milan et qu'on tombe sur le petit monument de Rossi, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi, hein? Ça, c'est sûr. Mais je ressens ça également. Il est nul, celui-là. Avec l'architecture de Zemmour, moi, j'en tombe des enjeux. Et donc, on a tous un... Et puis après, on ira... ici, sur cette image, on a le sable qui est en même temps le sable de la maison. Et Shinohara a fait ça à un moment donné. Hein. Là, on a la maison en plan incliné, où le sol est en terre, etc. Alors, ouais, mais même ça, on n'arrive pas à vraiment rentrer dedans et à être saisi, comme on l'est encore dans le Saint-Ignace à Rome. Alors sur l'enfer, oui, dans le pandémonium, c'est l'architecture de l'enfer. Et je n'ai pas parlé de l'enfer. Effectivement, je ne parle à aucun moment donné de l'enfer. Et oui, mais il est sous-jacent tout le temps. Il évoque. Non pas le paradis, mais le paradis réel de Jérôme Bosch. C'est un triptyque. Hein. Avant, il y a à gauche, il y a le moment où il mange la pomme, enfin, où ils ne l'ont pas encore mangé. Et puis, à la fin, de l'autre côté, il y a l'enfer. C'est un très très grand tableau, hein, de 2,50 m. Et puis,
à droite, il y a l'enfer, et là, on voit de l'architecture, et puis on voit de l'architecture en feu, etc. Donc, il y a eu un livre d'un excellent critique qui s'appelait, je crois, Pandemonium. Oui, mais franchement, je n'avais pas envie de parler de l'enfer, parce que pour moi, l'enfer, c'est ce que je vois à côté en train de se construire. Et donc, ça, c'est la réalité. J'avais pas envie de cela. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que si on prend, je vous ai pris deux images baroques là, et oui, on pourrait dire que le paradis de l'humanisme, on pourrait dire que c'est pas de l'ordre. Enfin, du moins, on pourrait le positiver. Et je vous ai montré des images de Botticelli. Et évidemment, il trame. Finalement, le ciel est tramé. Et pour que le ciel existe, il est tramé. Et donc, il y a bien sûr que tout ça a traversé la Renaissance, et pas bêtement comme ordre ou comme proportion, etc. Bien sûr, il n'y a pas de proportion. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Mais malgré tout, pour percevoir le ciel, pour écrire le ciel, il faut le tramer. Donc là, bien sûr qu'on faudrait de beaucoup continuer à travailler. Bien sûr que le paradis parle de générosité. Ça, c'est sûr. Une des choses que l'on a perdues en même temps que les 30 Glorieuses, c'est la générosité. Les projets de logement des années 60 sont extrêmement grands. Donc on a perdu la confiance dans la générosité. On fait des machins de côté. Donc on n'est plus capable de... La générosité ne nous traverse plus. Donc ça... Bien sûr, sinon on ne laisserait pas nous en aller. Donc le grand espace commun, pour moi, c'est un outil terrible parce que, évidemment, vous construisez, vous prenez la galerie des machines, vous l'installez, et tout d'un coup, la misère du monde arrive là, et il faut la prendre en charge tout d'un coup. Vous voyez, donc, ce serait un projet extraordinaire de réinstaller une galerie des machines pour que collectivement, nous assumions nous faisons là. Sur la foule, ce que je trouve extraordinaire dans la foule qui occupe toujours Jeanne Nanel, c'est bien sûr que l'architecture disparaît. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la manif, on ne voit plus l'architecture sur les côtés. Elle a tout bouffé. Et alors que les grands festivals des années 60, parce qu'il y avait réunion de personnes, cela crée une forme, cela crée une architecture. Et ça me passionne beaucoup. Le fait que la foule fasse disparaître l'architecture et tout d'un coup, elle dit l'empathie. La foule dit l'empathie. Et donc la totalité est là. Oui, si tu veux, je pense, si vous voyez, je ne pense pas que... Je confirme que je ne crois pas que l'architecture soit idéologique, mais elle présente le hors d'échelle, par exemple, c'est une des caractéristiques de tous les groupes merveilleux. Alice au pays des merveilles, ou l'inverse, faire la chose la plus petite possible, bien sûr. Donc, et c'est pas une question de terreur, d'ordre, comme le pensent quelques collègues. Sur la confusion, oui, mais pour qu'il y ait paradis, il faut qu'il y ait de la confusion. Il faut qu'on entre dans un monde ouvert. Il faut qu'on entre dans un monde ouvert. Comme tu l'as dit. On peut te poser d'autres questions, d'autres remarques. Allez-y. Ouais. Tout le début, tu traites en fait de sujets très contemporains aussi en lien avec la question de la nature.
nature, ses rapports au vivant, l'industrialisation du monde. Tu parles de fabrique de l'industrie du bonheur avec le tourisme, donc avec cette dimension à engranger, à dominer presque le monde, à l'organiser. Et quelque part, je ne vais pas le faire sous forme du boutade, mais est-ce que le paradis, pour toi, ce ne serait pas l'infrastructure ultime, en fait, d'organisation ou de pensée du monde? Si tu veux, dès que tu as un progrès technique, il paraît au départ surhumain. Et parce que l'ascenseur, waouh, tout d'un coup, on était dans un autre monde. Et c'est pareil ce qui s'est passé là avec les nouvelles technologies. Tout d'un coup, l'ubiquité supposée de toutes les utopies est devenue une réalité. Là. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la machinerie qui vient toujours contredire le côté immobilier de notre discipline, et bien c'est à chaque fois un choc, bien sûr, comme le verre l'a été, comme les structures l'ont été. Et donc, alors, il y a dans les années 60 un projet d'occupation totale du territoire. C'est non seulement de la petite cuillère à la Patagonie, mais c'est les trames de nos architectes, elles sont conçues comme illimitées, comme on n'en finit plus. Et on a conquis le monde avec cela. Et il y a dans ces trames des années 50-60 un projet d'urbanisme mondial. Je n'ai pas plus en tête le nom de cet urbaniste grec si célèbre, mais dont c'est le projet. Doxiadis. Merci. Et donc, l'occupation totale du monde est un projet de paradis. Mais, si vous voulez, c'est... alors, je parle là à nous tous et en particulier aux étudiants. On n'a pas... comment dire... quand on fait ce genre de travail, c'est un petit peu comme un rêve, à savoir, les choses peuvent se contredire et peu importe. Vous voyez que le paradis n'a pas d'histoire logique, et donc mon récit, il faut qu'il y ait des points de réalité pour se raccrocher, mais il n'a pas à être vrai. C'est romanesque, hein. Ça n'a pas de rapport au vrai, ça y touche, mais ça n'a pas de rapport au vrai. Et donc, construire son récit de projet, parce que pour moi, tout à l'heure, je crois que Mathieu en dit, ce texte est un projet, et oui, ce texte est un projet d'architecture. C'est-à-dire, si tout ce que je colle ici, entre guillemets, tout ce que je capte, tout ce que je déplace, pour reprendre, évidemment que c'est un projet d'architecture qui se fait de cette manière. C'est bien qu'il y ait quelques étudiants ce soir, parce que, au fond, c'est une manière de travailler. C'est peut-être moi, j'aimerais que quelqu'un fasse ça, c'est-à-dire travaille simplement à saisir et à déplacer, surtout pas à dessiner ou à faire un projet qui soit ces déplacements-là. Je veux bien... En fait, parce que c'est encore une fois, non seulement ça fait réfléchir parce que ça, en tout cas chez moi, ça stimule l'envie de comprendre en quoi ça nous permet de réfléchir, en quoi ça peut nous permettre de réfléchir par la suite. Ça m'intéresse vraiment comme question. Et je pense que c'est tout à fait le cas. Et que ça vraiment, il y a quelque chose qui... C'est pas une question de vérité, mais c'est vraiment un outil de projet, mais aussi de réflexion. Et du coup, bon, cet outil de réflexion, il se situe en effet dans cet espace que tu essaies de préciser entre utopie politique et forme paradis. La forme paradis entre les deux, enfin, t'as pas honte parce que politique et utopie se retrouvent finalement, mais
c'est dans cette idée que la forme paradis, parce qu'elle est l'outil des architectes, parce que c'est les architectes qui le créent. Tu l'as dit tout à l'heure, mais ça c'est un point très important, peut-être qu'il faut redire pour les étudiants notamment, c'est que là où l'utopie ou la politique, on part d'une idée de société, on part d'un projet social qu'on va quantifier ou pas, mais que l'on va penser à travers des règles, à travers des normes, à travers des principes en fait du bien, mais qui vont être organisés par des lois, c'est le principe de la loi, qu'on va rationaliser ou pas. Et l'architecture va pouvoir accompagner, être un des outils de cette utopie sociale. Tandis que toi, tu dis, en fait, les architectes ne font que, enfin, pas tous les architectes peut-être, mais que l'architecture peut créer sa propre forme d'utopie, en réalité. Mais qui n'est pas une utopie qui est une utopie sans loi, qui est une utopie sans ordre. Et en l'occurrence, pour toi, donc celle justement du paradis, moi, je pense que ça peut en être d'autres, encore une fois, Enfer ou Mélancolie ou d'autres, c'est-à-dire d'autres fictions qui n'ont pas forcément d'ordre. Et ça, c'est ça qui est très important. Et qui ont une dimension sociale. Mais ce qui constitue ta proposition, et peut-être qu'elle est plus légitime que celle de l'enfer, c'est que quand même, elle se base sur l'idée de la générosité. Elle se base sur l'idée qu'il y a voilà, il y a un bien et l'empathie. L'idée d'empathie, tu en parles pas mal au début du livre, tu en reparles après. Je pense qu'elle est centrale, tu en as parlé là. Mais là, il y a une croyance. C'est quand même, ça suppose une croyance à l'empathie. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut croire que dans le grand espace commun que tu imagines, il va se passer que des choses bonnes? Qu'est-ce qui te rassure sur le fait qu'il n'y aura que du bonheur dedans? Qu'est-ce qui te rassure sur le fait qu'il n'y aura pas le mal aussi? Non, je prenais le projet de... je me souviens jamais de son nom, de la société Sejima, là. Il propose sa forme paradis, donc il expose le paradis, puis manque de peau, ça marche pas, et les habitants, je te dis, mettent des têtes de mort pour empêcher de circuler entre les choses. Mais si on prend la cité industrielle de Tony Garnier, et je prends volontairement ça parce que il travaille ça dans les 15 premières années du XXe siècle, et puis c'est publié juste avant ou juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais ce mec, après, il ne fera plus que des monuments aux morts. Donc, on n'aura plus jamais aucun projet social, aucun projet autre. Mais donc, pour moi, tous ceux qui viennent après, ne rentrent pas. Les oiseaux des Siam, ils ne sont pas dans la modernité, ils sont après, ils sont dans d'autres choses. Ils sont dans quelque chose qu'ils essayent de rejouer, je sais pas. Mais peu importe. Mais la cité industrielle de Tony Garnier, c'est simplement la présentation d'une forme paradis, d'une scène là. Hein. C'est ça. La peinture fait la même chose. Hein, peu importe. Mais notre travail, c'est d'élaborer ces scènes paradis, ces formes paradis, sans le côté négatif que Benjamin voyait dans ce genre de choses. Hein. Donc c'est simplement là, et puis après, démerdez-vous. Mais nous, on vous a construit cette scène-là. Puis après, on a fait ce que vous voulez. Et donc là, on pourrait l'appliquer à bien d'autres choses, mais tout particulièrement, la cité industrielle de Tony Garnier, c'est une forme. Dernier truc, c'est une interprétation. Je me suis dit que ta proposition, le paradis, c'était 3 choses essentiellement. C'était d'un côté la religion, de fait, mais la religion en tant que transcendance du bien, comme principe et comme idéal. Ça, on ne peut pas le renier. Tout ton livre se base sur la transcendance du bien. D'un autre côté, c'est la magie. Ça, c'est hyper important, la magie. On n'en a pas reparlé, mais c'est vraiment en lien avec notre travail. Je pense qu'il y a la magie de deux manières. C'est une pensée magique. On pourrait dire que toute ta proposition, en effet, c'est pas de l'idéologie, c'est de la pensée magique. Et donc, c'est ça, l'imaginaire, la forme paradis. Mais magie aussi, autrement, c'est important.
Parce que magie, en termes, là où la religion, c'est la transcendance du bien, la magie, c'est l'immanence, justement, d'une situation. L'immanence d'une situation sans histoire, sans projet. Donc, à l'inverse de la transcendance du bien qui, en réalité, fonctionne par ordre. Parce que c'est difficile, la transcendance du bien sans ordre. Tu es aidé par l'immanence du bien, enfin pas du bien, mais d'un lieu, de l'empathie, justement, sans histoire, sans projet, sans même volonté. Elle est là, tu le dis, voilà. Mais ça, c'est magique. Voilà. Et un troisième truc, la troisième chose qui est nécessaire, en fait, c'est pour faire un peu la recette, c'est magie, religion, troisième chose, c'est la technologie, quand même. On n'y échappe pas. T'en as un quatrième. Ok, voilà. Alors, et la technologie, c'est qu'elle soit la technique la plus frugale, comme ici, même si ce terme me fatigue, mais la technologie comme divertissement, comme puissance des moyens, donc le progrès quand même, c'est pour ça que l'architecture en fait partie, et aussi comme manipulation et influence. Tu en parles de manipulation et influence. Et donc, voilà, moi, c'est ces trois. Oui, et l'écologie, parce que quelque part, là, il y a une des citations, c'est une position aussi finalement par rapport aux questions d'aujourd'hui et l'écologie. Et tout ça, tu présentes des grands archétypes en fait architecturaux à travers quand tu nous promènes dans des différents paradis, il y a des archétypes qui apparaissent. Sur la technologie pour l'architecture, ça fait partie de la magie. Ça, oui, toute transformation technique, elle a des conséquences magiques. Donc on ne voit pas, on ne comprend pas comment ça se passe. Oui, je suis d'accord sur transcendance du bien, je suis d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire religion. À aucun moment, si vous voulez, ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'arriver à parler de choses sans jamais rentrer dans la religion. C'est-à-dire, il y a... bien sûr, j'ai lu, mais j'ai essayé d'oublier toutes les lectures de la Bible et autres, bien sûr, mais qui ne sont d'ailleurs pas... qui sont de... on aurait pu trouver la même chose chez Gilgamesh, hein, donc c'est pas... ça m'a beaucoup intéressé, de arriver à parler du paradis sans en parler en termes religieux. Et ça m'a intéressé. Après, il y a aussi le fait de pouvoir, en collant d'une certaine manière, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'ordre dans tout ça. C'était aussi pour nous redonner confiance en général dans le fait d'échapper à une logique universitaire. J'ai passé ces dernières années, une dernière année catastrophique dans un monde universitaire qui ne vivait que par ses autoréférences. Et en fait, non, il faut la liberté, la liberté de la compétence que nous avons ici, elle est formidablement riche, hein, à savoir cette capacité à rapprocher des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, je ne vais pas citer le célèbre philosophe que vous connaissez tous, mais c'est la bonne méthode pour travailler, que l'on fasse un bouquin ou un projet d'archi. Rapprocher des choses qui n'ont rien à voir. Dire que ça, c'est de l'archi, dire que le câble s'en est, et puis, ou que, je sais pas quoi, que la fenêtre s'en est, peu importe, n'importe quoi. C'est plus, que vos coiffures sur l'architecture. Il faut tout prendre partout, et surtout ce qui ne vous apparaît pas comme immédiatement collable. Je dis coller, bien sûr, pas coller. Peut-être faut laisser le public. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas... Ouais, tu veux pas venir? Ou alors on donne le... Attends, je vais faire circuler le micro. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait parler mais qui est parti. Marco Assenato, j'enseigne à Paris-Malaquais. Non, je voulais... Mais c'est nécessaire ce micro? Non, je crois pas. Non, c'est pour... Non, c'est... Ah, pardon.
Non, je voulais le livre est magnifique à lire, hein, c'est une lecture passionnante. Il y a ce sarcasme qu'Alain dispense avec des pages magnifiques. On pourrait faire des citations. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était un point sur lequel je suis complètement d'accord avec Alain, c'est cette distinction radicale entre paradis et utopie, et donc entre architecture et utopie. L'architecture du côté du paradis, l'utopie du côté du politique. Alors ça, je pense que c'est une question fondamentale et centrale. En revanche, je pense que comme tout le livre d'Alain fonctionne par des renversements perpétuel, donc la figure veut dire son contraire, c'est ça le talent du livre, qui donc nous fait penser les choses. Et moi, je pense qu'en dépit de tout ce qu'on vient de dire, en réalité, il y a une dimension fortement politique dans le discours que tu proposes. Politique, et d'ailleurs, tu l'as dit dans ta présentation, parce que après avoir fait cette distinction, tu dis, mais le dispositif édénique, je te cite, hein, c'est le récit, c'est le retour au récit initiateur du projet qui met en jeu et en crise le discours du politique. Donc, alors là, on retrouve cette force entre guillemets politique, des critiques des discours d'ordre que tu donnes et que tu attribues à l'architecture, hein, ou à ton paradis architectural. Donc je voulais te interroger ou te poser cette question tout simplement. Oui, c'est un discours religieux que je porte. Oui, effectivement, il y a une sorte de politique qui respirerait, que j'essaye involontairement d'exprimer là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, dans un précédent bouquin, j'avais appelé ça le grand espace commun, qui était un mot utilisé par Constant lui-même. Hein. Et effectivement, ça nous manque. Ça nous manque, ça, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus capable alors qu'il est... Je raillais, enfin, je suis évidemment un admirateur des bouquins de Sloterdijk, mais évidemment qu'il a compris que Constant était le grand architecte de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il le dit très évidemment et très clairement, et je partage totalement ça. Et nous sommes incapables aujourd'hui de penser nos projets au travers de cette immanence du bien qu'est le grand espace commun. Alors, on pourrait, en même temps, quand il décrit dans l'IS son projet, il y a des moments où tu te dis, bon, bah, c'est une boîte de nuit, son truc. Hein. C'est-à-dire, bien sûr. Et donc, la boîte de nuit a été une des formes du paradis. Non seulement à cause de la lumière, mais des dames et des hommes, mais... oui, parce que tout d'un coup, il n'y a plus de repères. Hein. De même, dans l'exposition que j'ai montrée tout à l'heure, Visions of Japan de Toyo Ito, il n'y a plus d'architecture. Et j'avais visité cette exposition avec les gens d'Archigramme, et ils étaient effarés, parce qu'à la fois, c'était leur travail réalisé, et en même temps, ils disaient, mais quoi, on ne va plus avoir que des hangars. Bien sûr. Et oui. Mais oui, mais c'est bien, alors que moi, je suis comme toi, un lecteur magnifique ce que tu as trouvé. Alain, tu m'as vu réagir sur la religion. Il me semble que le paradis doit son existence à deux choses. La première, c'est d'avoir été perdu. Et la deuxième, c'est d'exister comme
compensation par la chose, quelle qu'elle soit, qui ait pu l'inventer, c'est-à-dire la religion. Donc, j'entends bien, et je t'entends bien, et j'ai plaisir à t'entendre dans ton goût paradoxal constant. Toutefois, la question religieuse, je ne comprends pas que tu puisses... alors, elle est délicate, embarrassante, mais que tu puisses l'évacuer. Sans religion, il n'y a pas de paradis. Et il ne vaut, pardon, j'insiste là-dessus, le paradis ne vaut que parce qu'il a été perdu. C'est-à-dire, il n'existe pas. Alors, franchement, le livre de Milton, moi, je sais que Tchoubi a fait travailler ses étudiants l'an passé là-dessus. Ce serait plus intéressant, hein, bien sûr, avec le Milton, de parler du pandémonium, puisqu'il y a donc un architecte chez Milton. Là, ça construit, et puis ça va être un désastre. Non, ici, forme paradis, tu vois, sur cette image, mais tout à l'heure, l'image du mépris où on monte là, quel est le rapport avec la religion? Il n'y a pas de rapport avec la religion, tu vois, ou dans Blade Runner. Il n'y a pas d'image avec la religion. À un moment donné, non, pas dans cette image-là. Ça. Et bon, alors on peut tirer. Moi, je tire le paradis par tous les bouts, mais toi aussi. Hein. mais si tu veux... Donner mon avis sur cette question-là. Je pense que le livre peut très facilement se passer de la religion, tout simplement, mais parce que, en fait, elle peut aussi se passer de la notion paradis que tu aurais pu utiliser par un... Enfin, en gros, de toute la référence religieuse, je pense qu'elle pourrait s'en passer, parce que ce qui est lié au paradis dans le cadre religieux, c'est la question du bien comme à la fois immanence et transcendance. Il n'y a que ça qui potentiellement peut-être... mais on n'a pas besoin de penser l'immanence du bien. On n'a pas besoin de la religion pour penser l'immanence du bien. C'est ça, en fait, voilà. Est-ce qu'on peut penser un monde où le bien domine sans la religion? Je pense que oui. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin de la religion. Hormis le fait que l'existence du paradis est une existence religieuse et il n'existe que parce qu'il a été perdu. J'insiste. Et c'est ce pourquoi la religion l'invente pour compenser. Le paradis, c'est une compensation. J'entends bien, et Jeanne a raison de préciser cette notion d'immanence absolue, et notamment dans l'empathie. J'entends bien ton projet, je le comprends. Toutefois, je suis embarrassé du point de vue culturel, parce que c'est là où ça advient. Et c'est là où ça se continue, ça se perpétue. Non, c'est une... tu veux, si on aurait été au XXe siècle, au début du XXe siècle, on aurait parlé de fantasmagorie, tu vois. On aurait été chez Benjamin et on aurait été dans la magie, etc. Et donc, il faut bien sûr éviter cette punition qu'il y a dans le mot fantasmagorie. Hein. On est dans le fait d'être dans le mensonge. Là, on n'est jamais dans le mensonge. Hein. La chose est là. Si tu veux, la chose est là et nous dit le bonheur. Il y a pratiquement jamais, je ne parle de religion, je parle de textes qui racontent comment c'est. J'aurais pu prendre, on aurait pu faire un très gros livre, hein, mais je ne parle que des descriptions des gens qui sont montés au paradis, qui sont revenus et qui l'ont décrit. Et ils décrivent des architectures. Ce n'est pas le paradis qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils ont décrit des architectures. Et c'est tout. On aurait pu dire, ah bah c'est le bonheur, hein, ce que j'essaie de dire tout au début. Ah oui, c'est simplement le bonheur. Après, paradis architecture, c'est efficace. Il y a une efficacité pour arriver à se sortir de ce qui nous entoure, de l'architecture que l'on voit. Alors, à un moment donné, dans le bouquin, j'ai sorti
pour le coup totalement dystopique un des premiers projets de Sejima, qui est vraiment extraordinaire, qu'évidemment personne ne montre, parce que c'est un moment où elle n'était pas encore une marque. Et elle a abandonné cette manière de faire, comme si elle avait tout fait pour faire tout mal, tu vois, où elle a fait l'inverse de ce qu'on attend d'un architecte. Et bien sûr, le toit devient sol, où les hauteurs sont totalement disproportionnées, trop hautes ou trop basses, où on ne voit jamais le jour, où il y a l'eau qui descend des couloirs. Et alors qu'on pourrait croire que c'est un projet dystopique, non, c'est un projet de dislocation et de confusion. J'ai une question, du coup, parce que là, en tout cas, on dit, ou je dis moi-même, que ce qui constituerait le projet, c'est le principe du bien. Mais en fait, tu aurais pu partir de l'idée de bien et en arriver à l'ordre architectural. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc, quand même, donc le bien, c'est peut-être finalement, je me demande si ce qui domine, ce qui est dans le fond de tout cela, c'est pas tellement le bien ou le bonheur même. Je me demande si ce n'est pas fondamentalement la transgression de l'ordre. La transgression de l'ordre qui fait que le toit est en haut, Est-ce que fondamentalement, c'est pas ça, ta proposition? C'est-à-dire, c'est au-delà du bonheur, etc. Pour que tu rentres dans le conte, pour que tu rentres dans le conte fantastique, pour que tu rentres dans le merveilleux, il faut qu'il y ait des embrayeurs, comme on disait autrefois quand on faisait de la linguistique. On disait qu'il fallait des shifters qui nous entraînent quelque part. Eh bien, ces changements de monde ordinaire, comme là, avoir du sable dans la maison, ça nous est nécessaire pour qu'une histoire commence, tu vois. Et la forme paradis, c'est simplement toutes les architectures qui font qu'une histoire commence. Toutes les scènes posées là, devant nous, qui font qu'une histoire commence. Et c'est ça, simplement. Après, l'ennui de la chose, c'est comment on fait. Après, hein. Bon. Mais comment on fait? Là, une histoire commence dans cette marche. Parce que, je ne sais pas, si quelqu'un fait une maison balnéaire, il faut qu'il mette du sable et pas du carrelage. Parce qu'on parlait de la question émancipatrice, potentiellement, la dimension sociale du grand espace commun, mais aussi, là, c'est pas un grand espace commun, mais on peut peut-être suggérer qu'il y a une forme d'émancipation. En fait, du coup, est-ce que tu dis la forme paradis, c'est la possibilité du début d'une histoire, d'accord, mais et ce début de l'histoire est engendré par la transgression de l'ordre, quand même? C'est dans tous les exemples que tu montres, c'est le cas, quasiment. Alors, ça, pour moi, c'est mon problème, ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut inventer une histoire où il n'y ait pas ces embrayeurs qui sont fatalement une transgression de la topologie? Oui, mais est-ce que c'est un problème? Ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu. J'aurais du mal à. Peut-être c'est ce que ça devient après. Non, c'est-à-dire que, bon, quand je m'aperçois que quand je fais un projet, je fais toutes les transgressions possibles. Et parce qu'à partir de là, on peut commencer à installer une histoire. Mais ça m'ennuie de rester dans le code, au fond. Mais il faut... Mais bon, tout à l'heure, j'ai montré une image de James Bond. Oui, ici, c'est une image de James Bond. L'architecture des James Bond, l'architecte de James Bond, je vais oublier son nom, hein, c'est formidable. L'architecture dans les James Bond est toujours merveilleuse, comme je le dis là, comme si le fil, comme si la scénographie, comme si l'architecture ici avait engendré le film, ce qui n'est pas le cas, mais c'est comme si c'était ça.
Et à droite, vous connaissez donc tout ce projet du Frénois de Tchoumi, qui est son meilleur et j'allais dire son seul projet. Et là, c'est le film de l'image et le film qu'Alain Fleischer, qui devait être là ce soir, a fait sur le bâtiment. Et véritablement, le film a fait exister le bâtiment. Le film a fait exister le bâtiment. Et en même temps, c'est le bâtiment qui a fait exister le film. Et c'est un film magnifique. On n'en perçoit pas forcément toute la culture, hein, mais c'est un mécanisme très simple, l'entre-deux, le fait que l'on circule dans des passerelles au-dessus du bâtiment existant et qu'on est recouvert par un autre. La poupée russe est une des figures premières du travail du jeune architecte. Puisque vous êtes des jeunes enseignants, peut-être que vous devriez travailler que sur des figures comme ça. C'est-à-dire, ne pas essayer de leur faire des projets, comme on dit, mais leur apprendre les règles du paradis, à savoir faire ce genre d'emboîtement ici, ou faire marcher James Bond sur une dalle de verre, comme il est là en flottement, ou se souvenir de ce que c'est que monter un escalier pour découvrir Brigitte derrière. Ok, on arrête? Non? C'est toujours une histoire à continuer, hein. Moi, je suis rendu... j'ai quitté les Marquises, mais lisez la fin.